Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la septième illusion où aujourd'hui votre serviteur Jules Melon est en compagnie de Hugo. Comment vas-tu? Mais ça va super et toi? Bah écoute, comment ça pourrait mal aller alors qu'on va parler d'un film de Quentin Dupieux qui vient de sortir en salle. Toi et moi, on aime beaucoup ce metteur en scène, on préfère le dire, mais attention, ce n'est pas pour autant qu'on partait, on va dire, conquis d'avance avec son nouveau Dali avec 6A. On expliquera pourquoi. Faux biopic, ou plutôt hommage clairement à Salvador Dali, grand génie, peintre un peu foufou, excentrique. Et au casting de ce nouveau Dupieux, on a des actrices-acteurs qu'on a déjà vus chez lui, notamment Anaïs de Moustier, qui devient un petit peu sa favorite. Mais on retrouve également Édouard Baird, Jonathan Cohen, Gilles Lelouch et Pio Marmaille. Ça, c'est les principaux Dali dans le film, parce que Dali, il est sur plusieurs têtes, on le voit dans la bande-annonce. Il y a aussi Didier Flamand qui interprète Dali. Il y a un autre acteur très vite fait pendant 5 secondes, alors c'est intéressant ça aussi. Mais il y a également Romain Duris dans un rôle détestable sur lequel nous reviendrons, et Jérôme Niel ou Marc Fraisse qui font coucou le temps d'une peinture, enfin bon. Et alors, on est vraiment dans un film surréaliste, un petit peu à la Dupieux de toute façon, à la Dali, où on va suivre une journaliste qui avant était pharmacienne, ça revient plusieurs fois dans le film cette histoire, qui raconte face caméra qu'elle va faire ce projet dont elle rêve, plus ou moins, enfin un gros moment, enregistrer une interview avec le maître Dali. Sauf que celui-ci, il n'est pas très chaud parce que d'abord, c'est pas de caméra, lui, il veut que ce soit avec une grosse caméra. Et après, elle va essayer de lui courir après. C'est pas facile. Il va se passer beaucoup de choses où on va perdre pied avec la réalité de temps en temps. Mais on fera une zone spoiler pour aller plus dans les détails à un moment. Tout d'abord, qu'as-tu pensé, mon cher Hugo, de ce Dali et comment le situerais-tu dans la filmographie de Dupieux? Alors pour le situer dans la filmographie de Dupieux, c'est compliqué parce que déjà en général, dresser une espèce de top sur la filmographie de Dupieux, c'est très compliqué tant tous ces films sont à peu près égaux à certaines exceptions près et sont donc, tous très bons. C'est pour ça que j'apprécie autant Dupieux. Mais pour revenir sur Dali, je l'ai vu en avant-première en présence de Quentin Dupieux et de Jonathan Cohen et bien évidemment, en tant que grand adorateur de ce que fait Dupieux, j'y suis allé avec une hype énorme et je n'ai pas été déçu. Et en fait, ce qui m'a le plus interpellé, c'est qu'effectivement, hein, à partir du moment où l'on veut faire un film, un espèce d'hommage, parce que j'ai pas envie d'employer le terme biopic non plus, sur Salvador Dali, il fallait impérativement se poser la question de quel réalisateur aurait été capable de maîtriser un tel exercice et forcément, il n'y a pas d'autre nom qui pouvait ressortir que celui de Quentin Dupieux actuellement. Et il a fait de Dali, d'abord en tant que personnage, mais aussi en tant qu'œuvre filmique, quelque chose de surréaliste et en attendant, on n'en attendait pas moins finalement, hein. Et c'est à la fois très drôle, beaucoup d'ailleurs, hein. C'est, heu, à mes yeux, l'un des films, les plus drôles de Quentin Dupieux, même si là encore c'est difficile à évaluer puisque, tous se ressemblent et tous ont des humours un peu différents, hein. On peut passer du surréalisme à l'absurde, à de l'humour de dialogue et cetera. Donc là encore, c'est pas forcément évaluable et quantifiable. Néanmoins, c'est vrai que c'est un film très drôle et très bien écrit, qui représente parfaitement, son sujet, hein, qui est donc le personnage peintre de Salvador Dali, comme tu l'as dit. C'était pour moi, ouais, vraiment, vraiment très impressionnant. Je pense que, heu, je ne saurais pas encore le caser, comme je l'ai dit, dans une filmographie qui est déjà très riche, mais, pour, un film de ce format, c'est-à-dire 1 heure 15, on s'approche presque du moyen métrage, c'est quand même assez formidable ce qu'arrive à produire Dupieux dans, quasiment chacun de ses films maintenant, hein. Ah bah, je vais te rejoindre sur plusieurs points. Alors déjà, le mettre dans la filmographie, je dirais qu'il faudra le revoir, comme beaucoup du Dupieux, parce qu'il y a toujours de la richesse supplémentaire. Et là, on a quand même quelque chose d'assez formidable et extraordinaire sur ce film, où on a notre maître de l'absurde au cinéma et un peu surréaliste français, Quentin Dupieux, qui s'attaque au génie du surréalisme. Donc, le mariage était évident, mais pour autant, ça pouvait être une montagne difficile à escalader. Il aurait pu on va dire, se fracasser sur l'autre versant du pieu. Eh bien non, il y arrive parce qu'il y a un truc qui est extraordinaire dans ce film quand même. Au-delà donc, de la réussite à la Dupieux, avec récit alambiqué, mise en abîme, tout ça, on y reviendra sur deux trois points en spoiler, mais bon, si vous avez l'habitude de Dupieux, vous ne serez pas surpris.
Je pense à Réalité ou Au Poste, c'est un petit peu un mélange des deux. Même Le Dain, enfin tout y passe hein, pratiquement. Mais là, ce qui est assez fort, c'est que il n'en fait pas non plus une œuvre absolument auteuriste, élitiste, où seuls les fans de Dali pourraient s'y retrouver. Pas du tout. C'est très drôle, comme tu le dis. C'est assez accessible dans la folie parce que l'écriture, tu l'as souligné, est extraordinaire. Je trouve qu'il y a, je me perds un peu dans ce même superlatif, extraordinaire, extraordinaire, mais c'est difficile de trouver d'autres mots. Il y a une justesse dans le rythme, dans le montage, grosso modo dans le scénario, même si ça transcende le scénario selon moi, la façon dont il arrive à narrer cette histoire qui apparaît à la fois logique et illogique, parce que évidemment, il y a toute cette scène de repas avec le curé là, c'est absolument fou. C'est un truc de. Et pourtant, c'est potentiellement du déjà vu chez Dupieux ou d'autres. Il n'y a rien qui va vous surprendre, mais il y a une justesse. Et alors l'humour, oui, pour moi c'est le plus drôle Dupieux. Franchement, je pense que c'est le Dupieux le plus drôle. Alors il y a eu Mandibule, mais c'était plus sur l'humour palmacho, le duo. Donc voilà. Et en humour purement dupieuesque, on se rapproche là aussi hein, de Au Poste, où il y avait vraiment une belle gestion comique théâtrale. Il y a évidemment les punchlines de Dali qu'il a récupéré de plusieurs interviews. Hein. J'ai écouté quelques interviews avant de regarder le film et il y a eu des moments où ça déblatérait ce que Dali pouvait dire. Il joue avec les médias et si Dupieux joue aussi avec ce côté-là. Et je trouve que c'est maîtrisé et les interprètes, je parle de Dali, mais aussi Anaïs de Moustier, on les sent très impliqués dans le projet, on sent qu'il y a une minutie dans leur écriture, parce que Dupieux, on croit que c'est souvent improvisé et tout. Non, c'est écrit à la lettre, à la virgule, on l'a vu l'année dernière avec Yannick, hein, il a bien dit que tout était vraiment très lissé là-dessus, enfin pas lissé, mais précis. Et là, franchement, on sent des acteurs et actrices qui se font plaisir avec, alors, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais pour moi, Édouard Baird et Jonathan Cohen, et Anaïs de Moustier, mais dans son rôle à elle, sont au-dessus du lot. Je pense que ça, là-dessus, tu seras à peu près d'accord. Ouais, ouais, totalement, mais c'est les 3 acteurs, principaux dans le sens où c'est ceux qu'on a le plus à l'écran, mais globalement tout le casting, s'en sort très bien et Dupieux a toujours eu ce sens du casting, hein. Il a toujours eu des acteurs, formidables ou alors il allait chercher, je me souviens dans Au Poste d'un Orelsan alors qui était très peu présent, mais qui dès qu'il était là, crevait l'écran. Voilà, il a ce talent pour trouver à la fois des grands acteurs qui sont très doués, ici Édouard Baird, Jonathan Cohen et Anaïs de Moustier, mais il est capable également de chercher des acteurs beaucoup moins connus, avec une célébrité beaucoup moindre, mais qui ont un temps d'écran tout aussi restreint finalement, mais qui est au final tout aussi impactant que les grandes têtes d'affiche et c'est peut-être là son fort, surtout quand Dupieux évolue dans quelque chose de très comique hein, avec Dali, ou au point où, justement, je reviens sur ce côté comique, il prend des caractéristiques, comiques qu'il avait déjà dans ses anciens films, mais il les pousse à l'extrême, notamment, le running gag, hein, alors qu'on voyait déjà effectivement, tu l'as dit, dans Au Poste, dans pas mal d'autres de ses films, hein, Réalité en tête aussi. Mais là, par exemple, le running gag, c'est quelque chose sur lequel il aurait pu se planter lamentablement au vu de l'ambition, d'abord de ses blagues et de l'ambition en termes d'écriture que c'est d'écrire de tels running gags, hein. J'en dis exprès, pas trop pour pas, vous dévoiler l'intrigue parce qu'en fait tout l'intrigue repose justement sur les running gags. Mais justement, il a pris des risques Dupieux. Tu disais tout à l'heure qu'il était un peu dans une espèce de facilité, qu'il faisait du Dupieux. Bah oui, il fait du Dupieux, mais pour autant, il est pas du tout dans une facilité. Il prend beaucoup de risques avec Dali, là où il en prenait peut-être un peu moins dans ses métrages les plus, récents, hein. D'ailleurs Yannick, j'adore Yannick, mais en termes de mise en scène, c'est pas le truc le plus, perturbant qu'on ait vu chez Dupieux. Mais là, chez Dali, si, il prend des risques partout, tout le temps et même au final avec ses acteurs, hein, qui surjouent presque en même temps, le personnage de Dali lui-même dans la vraie vie surjoué constamment, mais c'est plein de prises de risques et c'est tout à fait passionnant. Oui, et puis en fait, on sent que Dupieux, à la fois, il prend le sujet au sérieux, mais peut-être plus au sérieux encore que beaucoup de ses films précédents, tout en s'amusant. Parce que Dupieux, c'est ça, hein, c'est un petit peu. Le paradoxe Dupieux, c'est que on a l'impression que ses films sont pour un télo, lui, il s'en défend, mais quand on le voit, on voit des making-of, hein, il y en a eu un récemment, notamment,
qui a été diffusé, justement, où on voyait des extraits de Dali, enfin du tournage, mais on voit il est hyper précis, il ne laisse rien au hasard sur le tournage et dans l'écriture, mais après quand on l'entend en interview en mode ouais moi franchement ouais, je fais ces films-là tranquille et tout, c'est marrant ça quand même quand on y pense. Eh bien ça se sent dans ce film, parce que c'est à la fois une pantalonnade où c'est très drôle sur des running gags et tout, mais pour que ça fonctionne, c'est le plus difficile à écrire la comédie au cinéma, pour que ça marche, il faut le tempo, il faut le rythme, et en plus, à côté de cela, on a l'absurde qui va fasciner. Imaginez que vous découvrez Dupieux avec ce film et que vous accrochez, vous n'êtes pas au bout de vos peines, il faut enchaîner avec réalité derrière, on comprend vraiment l'idée, mais il y a aussi la profondeur, parce que je trouve que le film, vers la fin, il va toucher une émotion. Il va réfléchir sur qu'est-ce que c'est créer. Alors, on a un artiste qui crée, et on a la journaliste qui veut créer son interview quelque part. On a aussi cette réflexion sur le temps, très importante chez Dupieux. On l'a vu dans Incroyable mais vrai, mais pas que. Et d'ailleurs, l'idée de la création comme ça, et de pouvoir faire quelque chose et aboutir à quelque chose, on l'avait dans Yannick aussi. Quand on y pense, il y a une logique en ce moment qui s'installe dans le cinéma de Dupieux, mais qui était là vraiment depuis Wrong, je pense, ou Rubber. Parce que bon, Steak, son premier, c'est plus avec Eric Ramsey, c'est comme Mandibule, c'est un peu à part, si on veut, dans sa filmographie. Et donc là, avant de parler de certaines scènes et peut-être certains détails de mise en scène, notamment sur le temps, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a aussi de la profondeur dans ce film. C'est pas juste, ouais, c'est d'absurde, du surréaliste et c'est drôle. Oui, il y a une certaine profondeur dans le sens où ça reprend, comme tu l'as dit, hein, les grandes obsessions de Quentin Dupieux, sur la question du temps et sur la question des rêves et de l'imaginaire, hein. Faut s'imaginer Dali comme une sorte de Inception un peu bizarroïde. Désolé Quentin Dupieux, d'avoir comparé, ces 2 films parce que je crois, hein, qu'il déteste Inception, mais l'idée est là quand même. Heu Dans le sens où voilà, c'est un rêve dans un rêve. Il y a quelque chose d'un peu méta aussi derrière et tu disais aussi qu'on avait tendance à intellectualiser, à donner du sens aux films de Quentin Dupieux quand lui s'amuse et c'est tout à fait vrai, hein, puisque, quand je l'avais rencontré du coup dans le cadre de cette avant-première, on lui avait par exemple posé une question toute bête, pour répondre à l'analyse d'un des spectateurs qui demandait pourquoi est-ce qu'il y avait, 6 Dali? C'est une question tout à fait, pertinente, hein, et c'est une réflexion que je pense tout le monde s'est fait à un moment ou l'autre dans le film. Et là où moi j'ai tenté d'intellectualiser un peu la chose en ayant diverses pistes d'analyse, et ben, Dupieux a un peu tout cassé en disant que c'était juste parce que c'était drôle et parce qu'avoir un seul Dali, c'était peut-être un peu ennuyant de suivre un seul personnage pendant tout le film, d'où cette idée de les découper en 6 et voilà. Et on a tendance toujours à intellectualiser, à suranalyser peut-être des films de Dupieux, alors que leur but principal, c'est d'être drôle, c'est d'être fun et c'est d'être divertissant. Et là où c'est limite provocateur de la part de Dupieux, bah, c'est que ça marche. Et ça marche tout le temps. Il n'y a pas une fois où quand Dupieux s'est vraiment amusé, le film n'a pas marché. C'est justement dans ces films, enfin là c'est un avis purement personnel, mais c'est justement dans ces films, on a l'impression qu'ils s'amusent le moins. Je parle de Steak ou de Vronkops, qui sont pour moi les films les plus fragile de sa filmographie, hein, après chacun en pensera ce qu'il veut, mais j'ai l'impression que dans ces films, il n'y a pas ce grain de folie qu'il a d'habitude, il n'y a pas ce concept très, très poussé qu'il a dans chacun de ses autres métrages. Et dans ces 2 films-là, ben, on a tendance un peu à s'ennuyer, à se perdre un peu, alors que quand Dupieux fait n'importe quoi, va dans la pure incohérence, dans l'absurdité totale, bah là, ça fonctionne. Et Jean Dali, c'est un peu ce symbole-là de la bizarrerie, de l'absurdité, du surréalisme aussi, du coup, par essence. Et c'est tout à fait surprenant, tout à fait génial. Ah mais c'est ce que tu as dit est vrai, c'est dans le sens où c'est pas n'importe qui peut faire n'importe quoi avec une telle cohérence et je pense qu'il s'en amuse Dupieux. Oui, ça part sur des délires et cetera, mais après on ne sait pas à quel point le subconscient peut jouer. Ces obsessions qui reviennent, c'est que ça fait partie de lui et il s'en amuse de voir des gens intellectualisés et tout en public comme ça, mais je pense qu'au fond de lui, il en est fier, il en est heureux et peut-être que certaines analyses de certaines personnes lui ont fait réfléchir lui-même psychologiquement sur ce qu'il fait. Ça peut être amusant, mais on voit que c'est un créateur. Et justement, bon, sur l'aspect création, on va y revenir. On va bientôt faire une zone spoiler. L'idée aussi de la création de l'univers ici, parce que bon, c'est ok, mais il y a du Dali partout. Alors, même si on s'y connaît moyen, on voit dans les décors la maison où il vit,
cette histoire avec les œufs notamment, à un moment, c'est très très subtil. Hein. Et bien sûr, les tableaux, il y a un amour de Dali. Si vous comprenez pas ou si vous n'avez pas la ref, c'est pas grave, mais c'est là. Dès le début, avec le piano à la fontaine, là, c'est un tableau de Dali. Et à un moment, on voit Dali à la création de sa peinture avec Marc Fraise et Jérôme Niel déguisés dans le monde surréaliste de Dali, mais on montre qu'en fait, pour Dali, enfin, c'est sa vision, hein, Dupieux, Dali, son monde surréaliste, et il le voyait et il le créait parce qu'il était là sous ses yeux. Et je pense qu'il y a une allégorie avec Dupieux qui nous fait ces films-là, qui ont l'air complètement tirés par les cheveux intellectuels, mais c'est ce qu'il voit, c'est sa vision. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, c'est que pour lui, ça paraît simple et logique dans son délire, comme Dali, ça lui paraissait simple et logique de faire ces peintures-là, peut-être. Mais c'est pour ça que je trouve que il n'y avait personne d'autre que Dupieux qui pouvait faire un tel film sur Dali. Je pense que d'ailleurs c'est très compliqué de faire un film sur Dali, mine de rien, quand on y pense, quand on voit le personnage et l'excentricité qu'il a, qui fait parvenir aussi aux spectateurs. Ça doit être très compliqué d'oser faire un film sur Dali, dans l'esprit dalien en même temps. Et pour autant, bah, Dupieux, il y a réussi. Il a réussi justement parce que peut-être qu'il ne s'est pas trop pris la tête et qu'il a fait ce qu'il fait d'habitude. Et vu que ce qu'il fait d'habitude, c'est du surréalisme et c'est de l'absurde, ben ça choque pas trop, quoi. Et tu parlais des références justement tant picturales que sur la vie privée de Dali, parce qu'il y en a certainement aussi qui se glissent par-ci par-là. Eh ben, moi, j'ai trouvé que ce travail un peu de la référence qui était un peu important et un peu, on va dire, inévitable, ben, il était très intéressant parce que Dupieux n'a pas choisi les œuvres les plus cultes de Dali. Alors, j'ai pas le nom des tableaux, mais je me souviens d'une espèce d'horloge fondue. Enfin voilà, c'est très symbolique de ce que fait Dali habituellement en termes de peinture. On n'est pas, on n'est pas dans cette démarche-là de montrer les œuvres les plus connues. Non, Dupieux, il est allé chercher le fin fond de Dali. Alors, est-ce qu'il est allé le chercher ou est-ce qu'il le connaissait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a une connaissance aussi profonde des références qu'il invoque et donc de son sujet au final. Et ça, c'est très intéressant. Et il va, en fait, non pas rendre hommage entièrement à Dali, mais il va rendre hommage à tout un pan du surréalisme, notamment au cinéma, avec Louis Bouniel, qui aura son propre caméo. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as remarqué finalement, Julien, mais Bouniel a un petit caméo à l'intérieur du film. Il est même crédité. Donc, voilà. Amusez-vous, vous, spectateurs, si vous allez voir Dali prochainement, à essayer de trouver Buñuel dedans. Mais voilà, lui aussi est une icône du surréalisme, mais cette fois-ci au cinéma. Et Dupieux rend totalement hommage à ce pan de l'art. Ouais, et puis il y a tout un jeu aussi sur cette création, parce que l'art, voilà, mais l'art, c'est aussi, c'est la vie, il faut que ça soit une récréation, etc. Il y a tout un truc, sans en dire plus pour l'instant, sur un tableau qui n'est pas de Dali, mais que Dali signe, et ça part à des millions aux enchères. Il qualifie ici un petit peu le ridicule du capitalisme artistique, aussi avec le personnage de Romain Duris, qui pousse sa journaliste à faire des trucs parce qu'il pense profit, etc. Il balance de l'argent. Là, ça rappelle réalité avec le producteur joué par Jonathan Lambert. C'est clairement ça, même si celui de Jonathan Lambert est quand même Ouais, moins. totalement. Il est moins détestable que Romain Duris ici, son personnage. Mais Alain Chabat, c'est Anaïs Dumoustier dans le film, hein, par rapport à la réalité. Hein. C'est l'envie de créer quelque chose, être un grand enfant finalement face à un rêve, à un fantasme. Ici, elle, son rêve, c'est d'interviewer Dali. Enfin, c'est pas vraiment son rêve, mais son rêve, c'est de devenir une journaliste qui va être reconnue. Donc, elle a cette possibilité-là, elle va mettre tout son cœur. Et Alain Chabat, en réalité, c'est de faire le film dont il rêve, en traitant enfin, Kubrick de tous les noms à un moment, mais c'est ça, c'est exactement ça, Dupieux. C'est-à-dire qu'il va rigoler peut-être pas d'une forme d'élitisme ou d'intellectualisation, mais il va s'amuser avec l'art tout en faisant quelque chose. Mais là, on va rentrer dans une. Bon, avant la zone spoiler, juste un dernier point. La musique, là aussi, mais c'est pas là où on l'attend de Thomas Bangalter, ex-Daft Punk. Non, c'est pas une musique électro, c'est une petite musique à la Dupieux, quoi. Enfin, musique un petit peu à la Haut Poste, je pense, si on devait comparer. Petite ritournelle comico, théâtro, vaudeville, je sais pas. Je sais pas ce que tu as pensé de la musique qui revient, c'est toujours la même, hein, grosso modo. Enfin, il y a 2 titres, en fait. C'est pas là-dessus que j'attendais Bangalter, parce que effectivement, c'est la moitié de Daft Punk. On pouvait s'attendre à quelque chose d'électro. Mais quand on a interpellé Dupieux là-dessus,
il disait qu'avant tout, Bangalter, c'était un grand musicien. C'était pas que la moitié de Daft Punk. Et c'est très bizarre de le retrouver. Enfin, bizarre, oui et non. Mais c'est très particulier de retrouver Bangalter sur ce registre, hein. C'est juste en gros une boucle de guitare. Et c'est très marrant. Mais après, Dupieux a souvent convoqué des DJ célèbres ou non, enfin des compositeurs de musique électronique en tout cas, dans ses œuvres, pas tant en tant que compositeur, puisque lui-même est compositeur, hein, sous le nom de Monsieur Oiseau, mais il les a fait venir aussi en tant que qu'acteur. Et Thomas Bangalter, justement, a déjà été aperçu, il me semble, au Poste, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'est pas la En première fois qu'il y a réalité, une collaboration entre Bangalter et Dupieux. dans Voilà, réalité oui, ou exact, dans passion réalité. carrément. Exact, c'est un petit rôle, c'est pas quelque chose d'important, mais voilà, il y a toujours ce lien entre Dupieux, le cinéaste, et Dupieux, le compositeur de musique électronique qui se fait. Et cette fois-ci, il vient un peu casser ce lien justement en faisant jouer à l'un des plus grands compositeurs de musique électronique une simple boucle de guitare qui est très intéressante et qui ramène un peu à l'esprit espagnol par moment de Salvador Dali. Ah, c'est l'art de Dupieux, c'est des fois nous surprendre là où on l'attend pas, même si on finit par l'attendre maintenant au tournant, du moins dans ses obsessions et ses thématiques. Et justement, alors, petite zone spoiler quand même, parce que toute cette histoire, bon, on va commencer par peut-être ce qui est l'hommage à Buñuel aussi, avec ce dîner, le curé. On va penser au charme discret de la bourgeoisie peut-être. Mais donc, voilà, à un moment, il y a un prêtre. Alors, c'est complètement, déjà à la base, c'est complètement absurde, puisque c'est le jardinier, donc c'est un employé lambda, hein, de Dali, qui va l'inviter à un dîner, et ce jardinier lui-même a une cuisinière, enfin bon, peu importe, et il a invité le prêtre qui est là, parce que le prêtre voulait raconter le rêve à Dali afin que ça lui inspire un tableau. Et en fait, le rêve du prêtre, il va prendre quoi, un bon tiers, voire peut-être pas la moitié du film, mais pas loin, et on va avoir du rêve dans le rêve dans le rêve, et puis le running gag absolu, c'est qu'on sort du rêve une première fois, puis on continue, c'est bizarre, et là, ah ben non, voilà, c'était mon rêve. Puis 10 minutes après, voilà, c'était mon rêve. Donc plein de rêves dans le rêve dans le rêve. Mais c'est génial ça. C'est génial. Et ça va déranger les gens. Je pense qu'il y a des personnes qui vont se dire que ça coupe le rythme, ça coupe l'histoire. Mais ça raconte quelque chose. Voilà. Des fois, l'idée de la création, elle vient un petit peu de nos rêves, oui, c'est vrai, d'idées farfelues, burlesques. Et ici, il y a une cohérence quand même, parce que on a toujours cette journaliste qui est là, qui court après à un moment dans la nuit, alors qu'il y a la voiture. Ou Dali meurt dans le rêve d'ailleurs. À un moment, Dali il meurt. Comme le prêtre, il meurt avec ce cow-boy qu'on revoit à la fin. Enfin, c'est presque du David Lynch là à certains moments. D'ailleurs, c'est vraiment le film le plus lynchien de Dupieux. Mais vraiment, on y reviendra sur 2-3 points. Qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire de rêve dans le rêve, qui dénonce peut-être des choses aussi derrière, parce qu'on en aboutit à ce tableau vendu aux enchères que Dali a signé, que c'est pas le sien. Ouais, c'est le trope le plus important du récit. Je pense que c'est un peu sur là-dessus que repose tout le film, malgré tout, même si bien sûr Dali raconte bien autre chose, mais dans la façon de construire son film en termes de narration, c'est là-dessus que tout repose. Et moi, ça m'a eu à chaque fois. C'est-à-dire que ça a un but comique et ça fonctionne, mais alors parfaitement bien à chaque moment. C'est-à-dire que ça arrive toujours au moment où tu t'y attends pas, hein, voilà, cette révélation qu'on était encore dans un rêve avec ce plan du prêtre qui raconte, bah voilà, c'est fini, mon rêve est fini, j'ai fini de vous le raconter. Bah, à chaque fois, il y a ce truc-là qui est surprenant et en fait, à chaque fois, on oublie presque en fait que c'était un rêve qui nous est raconté. Donc à chaque fois, ça surprend et et même si c'est le truc qui peut perdre certaines personnes, bah, c'est pas grave parce que c'est un peu le but du surréalisme, c'est de pas tout comprendre et c'est de pas aussi, l'un des buts de Dupieux, de pas prendre son spectateur par la main, hein, c'est clairement ça et et moi je trouve que même en dehors de tout aspect, compréhensif du film, de comprendre l'intérêt, le propos, de passer là-dessus, je pense que c'est juste avant tout quelque chose de très fun et de vraiment très drôle qui marche très bien d'un point de vue comique et encore une fois, ça je reviens sur ce que je disais avant, c'est une grosse prise de risque, hein, un running gag aussi important qui fait tout le film littéralement, c'est pas évident et pourtant, ben, je trouve que Dupieux l'a parfaitement maîtrisé.
Ah et puis rêve dans la réalité, réalité dans le rêve, mais là, Dupieux il maîtrise. C'est vrai que ça fait très réalité quand même, hein, parce que bon, réalité c'est plus compliqué parce que t'as des surcouches avec la fiction, machin. Et à un moment, il y a quand même le film sexy, comme dans réalité où quand le personnage d'Alain Chabat voit son film avant qu'il soit créé, là on voit le film alors qu'il n'est pas tout à fait fini. Enfin, le personnage d'Anaïs de Moussier elle se rend compte qu'il y a Dali le film, parce que il y a Dali, le film. Voilà, à la fin, on voit cette projection où on voit des extraits où elle se rend compte que finalement, c'est plus elle l'héroïne que Dali. Il y a même un renversement des rôles vers la fin où Dali l'interview et c'est elle qui parle. Peut-être que Dupieux, il voulait dire, regardez, finalement, c'est dans les gens les plus, qui ont l'air les plus simples qu'il y a les choses les plus importantes et intéressantes. On le voit ça des fois dans le cinéma de Dupieux. Ces héros sont parfois des gens assez simples à qui il va leur arriver des trucs de fou, hein, quand même quoi. Regarde le héros, enfin Ouais, bah ouais. le héros dans Au Poste, le pauvre. Hein. Oui, ou dans Yannick. Bah oui, ah bah oui. Ah, c'est l'exemple. C'est vrai il revient à une simplicité d'héros ou d'héroïne en ce moment. Ou ben dans Incroyable Meurette, ce qui se passe, bon, c'est des gens lambda quoi. Et alors, il y a tout un délire. Ce film est une boucle. C'est à la fois méta, réalité, fiction, rêve, tout ce que vous voulez. Et il y a une boucle parce que le film il commence là où il se termine, hein, grosso modo. Alors, avec le piano en rapport au tableau, d'accord. Finalement, c'est le prêtre qui peint à la fin. Donc, pourquoi pas, après tout, hein. En fait, on a vu un rêve. C'est peut-être qu'on a vu un rêve de Dali, en fait. Peut-être Dupieux, il va dire ça. Oh, vous avez vu un rêve de Dali, en fait. Voilà. Allez hop, au revoir. Mais il y a aussi cette boucle où, dans cette chambre d'hôtel toute seule, la journaliste s'imagine, fantasme cette première rencontre, mais en fait, au final, tout ce qu'elle se fantasme, ce qu'elle raconte, c'est ce qu'elle a vécu, alors qu'au début du film, elle l'a pas encore vécu. Il y a tout un truc là-dessus. Et en fait, ça renvoie à ce rapport avec le temps qui est très important dans le film. Le temps et l'espace, hein, parce qu'au début, quand Dali arrive dans ce couloir sans fin, à mi-chemin entre Twin Peaks et Shining, si vous voulez, il met 2 heures à arriver pour faire 10 mètres. Mais le temps dans le film, c'est incroyable à quel point il y joue. Et d'autant plus qu'il prend des Dali âgés de différents âges. Et c'est là où on a de l'émotion. Quand un des Dali jeunes se voit âgé, et quand le Dali âgé se rend compte à la fin qu'il est âgé, et qu'il a perdu peut-être le temps, la vie, etc. Et à un moment même qu'il va en arrière dans sa narration. Il y a des retours en arrière. Et là, on est vraiment dans la Red Room de Twin Peaks, qui est une série qu'il faut voir. Parce que, voilà, là, Dupieux, il va au bout de son délire avec le temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, là, il va vraiment au bout. Oui, après, est-ce que c'est volontaire? C'est là, en fait, où je m'interroge. Est-ce que Dupieux a vraiment voulu, même inintentionnellement, hein, faire ressortir quelque chose sur le temps? En tout cas, dans les faits, la question se pose, hein, clairement la réflexion est là. Mais Dupieux, c'est un cinéaste aussi qui est assez difficile à interpréter et à comprendre sur le terrain du temps, parce qu'à chaque fois, il tient dans chacun de ses films des propos, j'ai l'impression, sur le temps qui sont assez différents les uns des autres, en fait. On peut regarder Incroyable mais vrai, qui a un discours sur l'espace-temps assez évident avec cette espèce de tunnel. Bah, pour autant, c'est un peu compliqué, mis à part la scène de couloir, de l'affilier finalement à à Dali ou au reste de sa filmographie. C'est là que, je trouve ça assez compliqué, mais c'est quand même fascinant d'étudier le regard que porte Dupieux sur le temps et l'espace, qui sont les 2 notions fondamentales du cinéma finalement, hein, en tant qu'art. C'est là les 2 grandes réflexions du cinéma, que sont l'espace et le temps. Et finalement, c'est là qu'on voit que Dupieux, en tant que cinéaste, il a un regard très singulier sur ces 2 notions et donc par essence un regard très singulier sur le cinéma, et il le prouve encore plus finalement avec Dali, quoi. Après, oui, je pense qu'il ne faut pas hyper intellectualiser non plus ici cette utilisation du temps qui va un petit peu dans tous les sens. C'est un temps universel, en fait, qui inscrit Dali dans cette immortalité dans laquelle il s'imaginait. En tant que génie, il se voyait immortel, etc. Et pour Dupieux, Dali est resté immortel. Et dans ce film, il fait en sorte que Dali soit immortel, même s'il y a cette once d'émotion à la fin où tu as l'impression que Dupieux, quelque part, alors, je pense pas qu'il se prétende à cela, mais il fait presque renaître Dali. C'est pas qu'il a été oublié, Dali, mais bon, pour la jeune génération, les en dessous de 30-40 ans, Dali, bon, c'est un nom, c'est un peintre, mais c'est plus le phénomène qu'il a été de son vivant ou les années après sa mort. Et là, tu as l'impression qu'il essaye de faire renaître le phénomène Dali pour l'inscrire à nouveau dans cette immortalité-là. D'où
un temps qui est impalpable au final, parce qu'il y a l'idée de boucle, l'idée de plusieurs Dali d'âge différents, même qu'à un moment, il y a un des Dali qui dit, non, c'est Gala, c'est sa femme, qui dit, mais tu peux pas peindre ça là, c'est anachronique. Elle dit ça. T'as peint ça en 1972. Tiens, il y a une date qui est sortie comme ça, hop, au hasard. Puis t'as le vieux Dali qui regarde à la fenêtre après. Donc je pense que c'est juste parce que Dali, il est universel. Il transcende tout ce qui peut être époque et temps. Je pense que c'est juste ça que Dupieux a voulu faire, tout en ayant cet ADN en lui du jeu avec le temps. Parce que oui, tu parles d'incroyable mais vrai, mais Fumer fait tousser aussi avec les flashbacks comme ça. Et puis, mais mine de rien, réalité aussi, jouer avec le temps, avec le film qui existe avant qu'il soit fait. Enfin, c'est ça. Pour lui, le temps, en fait, pour Dupieux, limite, le temps n'existe pas quand on crée. Quand on crée, on a des choses en tête, et on essaye de mélanger cela. La création, le cinéma, c'est comme un rêve, ça va au-delà du temps naturel. De toute façon, tu te dis très bien, le temps est une composante du cinéma, quel que soit le film, à part un film qui va jouer vraiment en temps réel une unité de temps, tout film triche avec le temps, que ce soit avec les flashbacks ou les ellipses, et même les points de vue des fois, qui font passer certaines scènes plus vite que d'autres, par exemple. Donc, par définition, Dupieux fait du cinéma vraiment ici, et il réfléchit sur le cinéma par la même occasion. Parce qu'on peut finir là-dessus, le cinéma dans le film, là, quelque part, ce cinéma, production et tout, il prend cher. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça, il fait ça dans Le Dain aussi. Cette réflexion sur la création et l'indépendance de la création. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, mais ça arrive à plusieurs niveaux, hein, qu'importe ces films, hein. Mais je pense que dans chacun de ces métrages, on retrouve cette idée-là, hein, de position sur la création. Bah, récemment, on a eu Yannick où c'était un peu poussé à son paroxysme, mais on a eu évidemment Wrong en 2013, il me semble, qui avait là encore quelques bribes beaucoup plus subtiles, mais concernant la création. Bien évidemment, Rubber aussi, hein, avec ces gens qui observaient finalement ce pneu qui n'en faisait qu'à sa tête. Il y a toujours eu, à des échelles différentes bien sûr, un questionnement, une réflexion sur la création, même au tout début de la carrière de Dupieux avec les non-films, où justement, ben, le titre non-film en dit beaucoup finalement, hein. Donc ouais, non, c'est véritablement, je pense, avec la question du temps, une des grandes obsessions de Quentin Dupieux. Et je pense qu'on lui enlèvera jamais ça, peu importe son film. Bah, d'ailleurs, même à l'avenir, hein, quand on sait de quoi parlera son prochain film qu'il a déjà tourné avec Léa Seydoux, c'est complètement ça. On est, encore une fois, sur une réflexion sur la création artistique, etc. Donc, on lui enlèvera jamais ça, je pense, à Dupieux. Ouais, c'est clair. Et puis bon, on pourrait parler pendant des heures de plein d'autres choses, aussi les lieux qui rappellent un petit peu là où il a tourné Rubber ou Non-Film, justement. Tiens, parce que Non-Film, c'est vrai, voyez-le, il est sur son Vimeo gratuitement, hein. Voyez-le parce que c'est vraiment une base Dupieux assez folle. Déjà, il avait son cinéma là. Bref, on a ouvert des portes ici, hein, avec cette discussion. Le but, c'est pas de trop intellectualiser, parce que si jamais Quentin Dupieux tombe sur cette discussion, on va dire ouais, bon, les gars, allez, laissez vivre le film. Oui, on va laisser vivre le film, et surtout, on va vous demander votre avis en commentaire, ou alors vous dire d'aller le voir si vous êtes là et vous en fichez des spoilers, hein, tant mieux, mais il faut voir ce film, qu'on connaisse Dupieux ou pas, peu importe, qu'on aime Dali ou pas, peu importe. C'est un film de cinéma qui s'inscrit dans son temps, je pense aussi, quelque part, pour plein de raisons, parce qu'on n'a pas parlé de la blague aussi, là, sur la maquilleuse. Et on n'en a pas parlé, on n'en parle pas. Oui, mais On laisse la polémique en suspens, voilà. mais c'est sur Twitter, hein, si vous cherchez. Mais en tout cas, voilà, on attend votre ressenti aussi sur ce film, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont détester. Bon, de toute façon, Dupieux n'a jamais fait l'unanimité, ça c'est sûr, avec un style pareil. Mais voilà, je pense que tu seras Et c'est d'accord ce qui avec est moi. plaisant dans son cinéma aussi. Ah mais voilà, bah bien sûr, de toute façon, un cinéma qui fait l'unanimité, ça n'existe pas. Je ne pourrais jamais trouver un cinéaste qui fait l'unanimité, c'est pas possible, ça n'existe pas. Rien ne fait Oui, l'unanimité un dans film son qui plaît à tout le monde, c'est un film qui plaît à n'importe qui. C'est ça, et du coup, qui n'est pas intéressant au final, peut-être, parce qu'on peut pas trop discuter dessus si jamais. Mais même, voilà. Enfin, Dali, en tout cas, c'est loin d'être juste une pantalonnade ou un truc absurde, trop intellectuel, pas du tout. Voyez-le comme une œuvre de création. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et bah, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin et déjà remercier les gens de nous suivre. Là, on est plus de 300 sur la chaîne YouTube. Merci de votre fidélité en peu de temps, hein, au nom de l'équipe. Et, Effectivement. voilà, vive le cinéma, vive Dupieux. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut!